Il est 22 heures, soyez les bienvenus pour suivre avec nous ce journal dont voici les faits saillants de l'actualité. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a reçu aujourd'hui le directeur général de l'Académie africaine de l'intelligence digitale. Et la Côte d'Ivoire, championne 2024 de la Coupe d'Afrique des Nations. C'était les titres. Place au développement. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu aujourd'hui au Palais de la République le directeur général de l'Académie africaine de l'intelligence digitale, M. Lassina Koné. L'Académie africaine de l'intelligence digitale, SADA, a été créée pour construire des sociétés numériques inclusives et durables en Afrique. Cette académie est implantée dans 13 pays en Afrique. Elle propose des cours, des plateformes d'échange, des opportunités pour les différentes catégories de la société africaine. Les jeunes africains pour améliorer leur culture numérique et ce en vue de faire profiter pleinement des technologies numériques mais aussi de promouvoir la transformation numérique en Afrique. Au cours de cette audience, le président et son hôte ont évoqué l'ensemble des rôles et perspectives de la mise en place de Smart African Digital Academy à Djibouti pour promouvoir les technologies numériques dans la transformation de la situation socio-économique qui vise notamment à améliorer les qualifications en matière de compétences numériques au niveau national et africain. Et pour sa part, le directeur général de l'Académie africaine de l'intelligence digitale, M. Lassina Koné, a salué les projets accomplis à Djibouti en matière de technologie numérique. Voici ses propos. De Son Excellence, Monsieur le Président de la République, il y avait le volet de l'Académie numérique, l'installation de l'Académie numérique de Smart Africa au niveau de Djibouti, il y avait un. Deuxièmement, il y avait aussi dans l'ensemble l'écosystème de l'économie numérique qui est dirigé par Madame la ministre, ma sœur, la ministre Mariam, les évolutions, les avancées qui ont été faites avec l'existence de tous les jalons de l'écosystème, que ce soit le fonds souverain, que ce soit la régulation, que ce soit par exemple l'agence d'identité numérique et tout ça, comment tout cela doit fonctionner ensemble. Alors ce que nous constatons, c'est que Djibouti a tous les éléments nécessaires aujourd'hui pour le succès d'un écosystème, une industrie de l'économie numérique et pouvoir positionner le pays comme un acteur principal et incontournable d'ailleurs sur le continent. Il ne s'agit pas de voir Djibouti comme un pays de population d'1 million, mais le Djibouti a le potentiel de servir toute la population de Comessa qui fait pratiquement 380 millions avec l'infrastructure et le positionnement stratégique. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Comment nous pouvons prendre l'économie numérique comme catalyseur du développement socio-économique à Djibouti? C'est de cela que la discussion avec Son Excellence, Monsieur le Président, s'est passée. Aujourd'hui, les grands groupes de technologie n'emploient pas les jeunes nécessairement basés sur les diplômes, mais basés sur le talent. Alors, comment les pays africains peuvent jouer leur rôle dans la formation de cette jeunesse? Et cette jeunesse dont 70% de la population du continent africain qui fait 1,4 milliard ont moins de 30 ans. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il faut que les États, l'installation de Smart Africa Digital Academy, qui est l'Académie numérique de Smart Africa en Djibouti, rentre dans le contexte comment Djibouti peut contribuer, comment Smart Africa peut assister techniquement Djibouti à pouvoir former la jeunesse, cette jeunesse pour les boulots émergents, surtout que nous sommes dans la 4e révolution industrielle. Donc, c'est dans ce cadre. Aujourd'hui, l'Académie est installée dans pratiquement 13 pays. Il s'agit de quoi? Lever des fonds, former les jeunes, recruter les jeunes dans la rue, même dans la rue, pas forcément dans les écoles, et les former dans les talents pour pouvoir les préparer pour les emplois des grands groupes de technologie. Et suivant cette fois l'intervention de la ministre déléguée à l'économie numérique qui a notamment pris part à cette audience avec le chef de l'État. L'académie est officiellement lancée et Dieu merci, nos jeunes qui sont à 40 à 70% connectés
connectés. Nous avons utilisé des outils de communication nous avons déjà commencé. Des gènes sont déjà enregistrés sur la deuxième composante des SADA. Dans SADA, il y a plusieurs sous-composantes. Il y a une composante SADA Youth Chapter, ça veut dire qui est destinée aux jeunes déscolarisés, et des 100 jeunes ont déjà manifesté leur intérêt, ils seront connectés. Il faut peut-être préciser l'avantage du numérique, c'est que l'enseignement peut se faire à la maison. À la différence de l'éducation classique où il faut des écoles, il faut un espace, une organisation, une administration scolaire, le numérique l'enseignement dans le numérique peut être fourni en étant au salon, à la maison ou même dans la rue. Quelqu'un peut se mettre et s'isoler s'il voit que son cours en ligne a commencé. Et on va commencer à faire des communications par différents types par les différents canaux de communication. Nous allons mettre en place un site web. Clé a aussi des instruments de communication, les tweets des clés, Facebook, la page Facebook des clés, le web des clés. Et l'avantage que nous avons hier, j'ai invité le ministre de l'Enseignement supérieur pour connecter cette plateforme depuis l'université. On aura aussi l'information, on va utiliser la plateforme de l'éducation, l'enseignement supérieur, l'éducation de base, parce que le numérique, c'est à tous les niveaux. Ça peut aller de 14 ans jusqu'à personnes âgées. Et nous n'avons pas aussi exclu les personnes aux besoins spéciaux parce qu'il y a, comme je disais, l'enseignement étant à distance, la personne incapable de se déplacer pourrait tenir sa formation. Et on va essayer aussi d'investir dans la connectivité parce que ceux qui n'arrivent pas à venir sur place, comment leur offrir d'autres outils. C'est un départ, mais il y aura d'autres activités, et des compléments, des activités annexes qui seront... Et ce communiqué émanant du ministère des Affaires étrangères dans lequel la République de Djibouti condamne avec la plus grande fermeté les menaces israéliennes de prendre d'assaut la ville de Rafah dans le sud de la bande de Gaza, assiégée et mis en garde contre une catastrophe humanitaire dans la ville qui est devenue le dernier refuge de centaines de milliers de civils désarmés contraints par la brutale agression israélienne de fuir. Djibouti appelle la communauté internationale, le Conseil de sécurité, à agir de toute urgence pour empêcher les forces d'occupation israéliennes d'envahir la ville de Rafah et de commettre un génocide et ainsi assurer une protection totale aux civils innocents conformément au droit international, aux chartes humanitaires qui protègent les droits et les moyens des peuples. Dans le même temps, la République de Djibouti réaffirme son rejet catégorique des tentatives de déplacement forcé du peuple palestinien de la bande de Gaza et réitère ainsi sa demande d'un cessez-le-feu immédiat et d'assurer l'accès de l'aide à toutes les parties de la bande de Gaza. Fin de communiqué. Et justement, l'Égypte menace de suspendre son traité de paix avec Israël si des troupes israéliennes sont envoyées dans la ville frontalière de Rafah, densément peuplée où les combats pourraient forcer la fermeture de la principale route d'approvisionnement en aide sur le territoire assiégé. Selon des responsables, la menace de l'Égypte de suspendre les accords de Camp David, pierre angulaire de la stabilité régionale depuis près d'un demi-siècle, est apparue après que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu ait déclaré que l'envoi de troupes à Rafah était nécessaire pour remporter la guerre de 4 mois. Plus de la moitié de 2,3 millions d'habitants de Gaza ont fui vers Rafah pour échapper aux combats dans d'autres régions et ils sont entassés dans des camps de tentes tentaculaires, des abris gérés par l'ONU près de la frontière. L'Égypte, quant à lui, craint un afflux massif de centaines de milliers de réfugiés palestiniens qui pourraient ne jamais être autorisés à revenir. Une situation humanitaire critique, l'impasse entre Israël et l'Égypte, deux proches alliés des États-Unis, a pris forme alors que des groupes d'aide prévenaient qu'une offensive à Rafah
agresser donc, et aggraver la situation humanitaire déjà catastrophique à Gaza, où 80% des habitants ont fui leur maison et où, selon l'ONU, un quart de la population risque de mourir de faim. Et cette interview du ministre Ilyas Moussa Dawalé sur les mesures d'atténuation prises par le ministère des Finances pour faire face aux impacts négatifs de l'économie. Suivant donc cette interview. Relations beyond actually the economic. En fait, nous avons mis en place une réponse de crise complète sous différents angles. Cependant, pour être honnête, nous n'avions jamais anticipé une crise où le mouvement maritime serait perturbé à ce point. C'est sans précédent pour nous. Le point positif est que nous avons tiré des leçons précieuses des crises précédentes, telles que la pandémie du Covid-19 et la crise en Ukraine. Notre principale préoccupation est de veiller à ce qu'il n'y ait pas de pénurie de biens de première nécessité pour nos citoyens. Cependant, nous sommes confrontés à des défis importants en termes de perturbation de la chaîne d'approvisionnement, des coûts croissants, notamment les coûts de la mer et des dépenses d'assurance en hausse. Malgré ces défis, l'infrastructure portuaire de la République de Djibouti reste tournée vers l'avenir et bien connectée à l'économie mondiale. Néanmoins, nous avons observé une forte baisse du trafic de transport, du mouvement des navires et des activités d'importation et d'exportation qui affectent également les pays le long de la mer Rouge, y compris la région du canal de Suez. Notre principale stratégie d'atténuation est de veiller à ce que l'approvisionnement ininterrompu en biens essentiels pour notre population soit assuré par tous les moyens nécessaires. Comme vous le savez, la République de Djibouti a réalisé des investissements importants dans l'infrastructure portuaire et la connectivité, notamment avec le continent africain et l'Éthiopie, notre plus grand partenaire, bien que la modernisation des ports dans les pays voisins présente un défi potentiel. La prochaine démarche stratégique de Djibouti consistera à diversifier notre économie dans des secteurs où nous avons un avantage comparatif. Notre objectif est d'étendre notre présence sur le marché mondial tout en continuant à servir la région. Nous visons à capitaliser sur la position stratégique de Djibouti en tant que passerelle entre l'Asie, l'Europe et l'Afrique. Notre modèle d'affaires évolue, se concentrant sur la diversification et l'adaptation aux paysages économiques changeants et aux défis climatiques. Dans l'actualité également, le ministre de l'Agriculture, de l'Eau, de la Pêche et de l'Élevage, ainsi que des Ressources halieutiques, M. Mohamed Ahmed Awale, a reçu aujourd'hui dans son cabinet une forte délégation somalienne conduite par la ministre de l'Environnement, du Changement climatique, Mme Khadija Marsoumi. Les relations bilatérales, la coopération entre les deux départements, notamment dans le domaine de l'agriculture et de l'environnement, accompagnée par son homologue djiboutien Mohamed Ahmed Awale, la ministre somalienne de l'Environnement et au changement climatique s'est rendue à la grande pépinière située à Demerjog, dont dispose le ministère de l'Agriculture. Cette visite a permis notamment de procéder à la remise officielle de plantes, aliénement donc d'ombrage à la ministre somalienne de l'Environnement. La demande, rappelons-le, donc du gouvernement fédéral somalien. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mohamed Abdelkader Moussa Helem, a souhaité tout d'abord la bienvenue à la ministre somalienne de l'Environnement et au changement climatique. Cette visite, a-t-il dit, nous permettra d'échanger, de consolider davantage les relations bilatérales, la coopération entre les deux pays, précisément dans le domaine de l'environnement, du changement climatique et de l'agriculture. L'octroi de plantes d'alignement d'ombrage à la Somalie témoigne de l'engagement de la République de Djibouti et de ses efforts consentis d'aider bien cette nation somalienne sœur.
Le ministre délégué à la décentralisation Kassim Haroun Ali et son collègue, le ministre des infrastructures de l'équipement, ont procédé à la signature au Conseil régional de Bok d'un accord majeur visant à renforcer le développement des infrastructures routières dans la région de Bok, précisément à Obok Mediho, Obok Ali Dadah et Walabol avec l'agence des routes de Djibouti. Cette cérémonie de signature qui s'est tenue dans un esprit de collaboration et de partenariat marque une étape importante dans l'effort continu visant à améliorer l'accessibilité, la connectivité et le développement économique de la région de Bok. Grâce à cet accord, les deux entités s'engagent à travailler ensemble pour élaborer des projets d'infrastructures routiers innovants, durables et répondant ainsi aux besoins actuels de la population rurale des deux localités. Essentiel pour deux projets de réhabilitation des pistes. Obok Mediho, Obok Al Dada à Walabol, soit près de 100 km. La piste de Mediho, reliées à la RN14, tout comme celle d'Al Dada, sont indispensables à la vie humaine. Pour la collectivité territoriale de Bok, l'amélioration des pistes rurales, Obok Mediho, Obok Al Dada, Walabol, est un des piliers des axes stratégiques du plan de développement régional réactualisé, PDR 2021-2025. À ce jour, Mediho et Al Dada, malgré leur potentialité, souffrent de la problématique liée à l'accès. La question des désenclavements est une priorité inscrite dans la droite ligne de la politique de développement du gouvernement, impulsée par le président de la République, chef de gouvernement, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. Dans ce projet, le Conseil régional de Bok prévoit de mettre à disposition des communautés riveraines des outillages pour entretenir les pistes après chaque passage des crues. J'invite donc les habitants de Mediho et Al Dada de s'impliquer activement dans ces travaux et travailler main dans la main avec les agents techniques de l'ADR. Pour terminer, je me permets de remercier les hommes politiques de ma région pour leur précieux appui et conseil, en premier lieu desquels je cite le Premier ministre, son Excellence Abdelkader Kamil Mohamed, et les ministres délégués chargés de la centralisation et ministres des régions, son Excellence Kassim Haroun Ali. Et je n'oublie pas de remercier l'Union européenne et notre partenaire d'exécution Expertise France pour la mise à disposition du fonds d'investissement ADIL. Et les ministres présents à la cérémonie ont exprimé leur soutien à cette initiative et ont souligné l'importance de cette collaboration pour le développement régional, écoutant pour plus ample explication le ministre des Transports. Nous nous sommes réunis dans cette salle pour participer à la signature de la convention relative à la réhabilitation de deux pistes rurales dans la région d'Obok entre le Conseil régional d'Obok et de l'ADR. Il s'agit là de la piste d'Obok-Madeho de 22 km et de la piste d'Al-Dada-Walabol de 75 km. La signature de cette convention s'inscrit dans le cadre de la politique du gouvernement de la décentralisation prônée par le président de la République. Eh bien, l'amélioration de ces infrastructures routières permettra non seulement de désenclaver la région, mais aussi de développer son économie. Aussi, il convient de souligner qu'il s'agit là d'une réponse aux doléances formulées par les populations de la région d'Obok lors du déplacement du président en 2020, dont elles souhaitaient vivement obtenir satisfaction. Les travaux d'amélioration de ces infrastructures seront réalisés par l'ADR. Je profite de cette occasion pour remercier et féliciter tous les intervenants, le ministère de la décentralisation, le Conseil régional d'Obok, l'ADR, l'équipe du programme ADIL et l'Union européenne pour le financement de ces projets d'importance capitale ô combien opportuns. Enfin, nous demandons au président du Conseil et le préfet de la région d'assister et d'épauler l'ADR en vue de faciliter la réalisation de ces travaux.
Et le ministre délégué à la décentralisation, Qassim Haroun Ali, a quant à lui mis en avant l'engagement de son département dans ce projet commun, reconnaissant ainsi le rôle crucial de chaque acteur dans la réalisation de cette vision partagée. Cette convention a pour objet la réhabilitation de la route rurale Orbor, Médého et Obok à la Lidada. Cette route rurale qui est de 22 km et celle d'Obok à Walabol de 83 km faisait partie des doléances de la population de ces régions lors de la campagne présidentielle. La réhabilitation des pistes rurales répond à la politique nationale prônée par le président de la République, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, qui consiste à désenclaver les localités rurales situées dans l'arrière-pays et à promouvoir le développement d'un réseau routier d'interconnexion qui couvre l'intégralité des territoires. Ces pistes rurales étaient dans une situation de dégradation avancée et cette réhabilitation permettra la libre circulation des biens et des personnes. Concernant Médého, les doléances de la population portaient sur 3 points. Outre la réhabilitation de la piste, l'installation d'un pylône pour la couverture du réseau téléphonique et la réalisation d'un forage. Ces 3 doléances de la région ont été acceptées. La construction du forage était liée à la réhabilitation de la piste. Dans un proche avenir, Médého aura également son propre forage. Quant à la sous-préfecture de la Lidada, la population s'est plaignée des problèmes d'accès. Aujourd'hui, la présente convention mettra fin à cette problématique de Al Dada. Sera accessible par la piste centrale qui est longue de 75 km par rapport à la piste côtière distante de 130 km. De plus, la coopérative agricole de cette contrée a bénéficié d'un projet d'appui par le Conseil régional de Bok dans le cadre du programme ADIL. Avant de clore mon intervention, j'exhorte la population de ces 2 localités de s'approprier le projet et de travailler en étroite collaboration avec l'ADR. Et suivant cette fois cette réaction du chef du programme ADIL, M. Thibaut Gobry. On a assisté à une cérémonie de signature d'une convention entre l'Agence djiboutienne des routes et le Conseil régional d'Obok concernant la réhabilitation de 2 pistes rurales, la piste Orobor Médého et Obok à la Lidada Walabol. C'est un événement dont on peut tous se réjouir parce que c'est la première fois qu'une collectivité djiboutienne signe un partenariat avec l'Agence djiboutienne des routes. Donc à travers le programme ADIL de l'Union européenne et les financements que l'Union européenne octroie aux collectivités, la région d'Obok a choisi d'utiliser une partie de ces fonds pour répondre à des doléances qui étaient très fortement exprimées par ces populations pour réhabiliter ces 2 pistes. Et ce qui va permettre vraiment de désenclaver les localités de Médého et de Al-Lidada, qui est quand même une sous-préfecture. Ce sont des attentes fortes de la part des populations de ces 2 localités. C'est un véritable engagement de la part du Conseil régional d'Obok et on ne peut que les féliciter. Je remercie également les équipes de l'ADR qui ont fait un travail remarquable dans la préparation des études et qui vont dès à présent travailler sur cette réhabilitation. J'en profite aussi pour féliciter l'équipe d'Expertise France qui a accompagné le Conseil régional dans cette mission-là. Et véritablement, cette réhabilitation va permettre d'offrir davantage de services aux populations de ces deux localités, en termes d'accès pour les ambulances, pour les soins, pour l'approvisionnement en eau, en vivres. Donc vraiment, c'était deux priorités de Médého et d'Al-Lidada qui ont été entendues par le Conseil régional d'Obok et je tiens à les féliciter. Et nous, c'est avec les fonds de l'Union européenne, Expertise France, c'est un grand plaisir de pouvoir accompagner cette initiative-là, qui, je le répète, est une première ici à Djibouti, où qu'une collectivité puisse s'engager avec l'ADR à travers ces financements. Le ministère de la Jeunesse et de la Culture a répondu de manière proactive à l'appel de l'association A7 en lançant officiellement la formation au permis de conduire de catégorie B et C.
Cette cérémonie empreinte de promesses a eu lieu hier, dimanche 11 février, au CDC d'Ali Sabieh, avec le lancement officiel de la formation au permis de conduire catégorie B et C pour 40 jeunes de la région. Et bien, cette initiative, répondant aux aspirations de la jeunesse locale, vise à autonomiser les jeunes d'Ali Sabieh en leur offrant une opportunité concrète d'acquérir des compétences essentielles pour le monde professionnel en harmonie avec la politique du département de développement des jeunes de la région. La particularité de cette formation réside dans le fait que la partie théorique et la partie pratique ainsi que les examens auront lieu directement dans la ville d'Ali Sabieh. Cette approche concrète contribue à éliminer les obstacles liés au déplacement et assure également aux jeunes bénéficiaires une expérience de formation inclusive et de proximité. Moi, de participer à cette cérémonie de lancement de la formation pour le permis de conduire pour des catégories B et C pour les jeunes d'Ali Sabieh. Cette initiative est une opportunité pour les jeunes d'Ali Sabieh. Cette initiative a été une réponse donnée par le ministère de la Jeunesse et de la Culture par le biais de l'association A7 qui nous a formulé une demande du financement de 40 jeunes au permis B ici. Je tiens ici à remercier la ministre de la Jeunesse et de la Culture, son Excellence Dr Ibo Moumin Assoui, qui a répondu à l'appel de l'association A7 en finançant ce projet. Autre intervention, cette fois, c'est celle des responsables de la région et notamment de la sous-préfète qui a exprimé son enthousiasme quant à l'initiative, soulignant son importance pour l'autonomisation et l'employabilité des jeunes de la région. Elle a également salué la ministre de la Jeunesse et de la Culture pour cette action ciblée en faveur du développement des compétences des jeunes. Suivant cette fois cette réaction de Zakaria Abdi Ali, bénéficiaire de permis de conduire. Abdelkader Hamoud, bénéficiaire des formations permis P. Nous remercions le ministère de la Jeunesse et de la Culture et l'association A7. Nous sommes fiers de participer à cette formation riche en connaissances. Le chef d'état-major général des armées, le général de corps Zakaria Cheikh Ibrahim, a reçu aujourd'hui 12 février 2024 son homologue italien, l'amiral Giuseppe Cavodragone, à l'hôtel des officiers Hassan Bassoma de la Direction générale des relations internationales, d'où il a été accueilli avec les honneurs militaires dus à son rang. Accueilli par les honneurs dus à son rang et notamment par le personnel féminin de l'armée de l'air, de terre, de la marine nationale, ainsi qu'au rythme des hymnes nationaux respectifs qui ont été joués.
bien, après avoir accueilli chaleureusement l'amiral italien, une réunion de courtoisie entre les deux personnalités qui s'inscrit dans le cadre des relations bilatérales entre les deux pays. Durant cette occasion, le général Zakaria Cheikh Ibrahim a rappelé l'excellence des relations de coopération entre les deux armées, notamment en ce qui concerne la formation des militaires, et a souligné sa disponibilité à œuvrer davantage pour consolider ces liens. Le chef d'état-major des armées a aussi partagé les analyses perspicaces sur la situation géopolitique, mettant en avant les enjeux régionaux et les efforts entrepris par Djibouti pour contribuer à la stabilité et à la sécurité dans la Corne de l'Afrique. Pour sa part, le chef d'état-major de l'armée italienne, l'amiral Giuseppe Cavodragone, a exprimé sa gratitude envers le général Zakaria Cheikh Ibrahim pour son accueil bienveillant et a souligné ainsi l'engagement continu de l'Italie à promouvoir la coopération mutuelle dans tous les domaines. Anahay tir lair kadanahay adiga hadantanahay arlagu gam anahay tir lair kadanahay adiga hadantanahay Et nous prenons cette fois la direction de Tadjoura, où la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Ouloufa Ismaël Abdo, a procédé à la pose de la première pierre du siège régional du ministère des Affaires sociales et des Solidarités, ainsi que du stock de proximité, un jalon crucial dans l'évolution sociale et économique du pays. L'expansion du guichet social résulte de la constante augmentation des besoins de la population et qui requiert désormais des installations adaptées et cet accroissement du personnel. Cette expansion reflète également la nécessité d'une réponse plus robuste face aux défis socio-économiques émergents, de même que la construction des stocks sur ce site vise également à faciliter une intervention plus rapide et plus ciblée. Cette initiative répond à une exigence de réactivité accrue face aux besoins d'urgence des communautés, soulignant ainsi l'engagement du ministère à fournir des services sociaux efficaces et adaptés à tous les Djiboutiens. En construisant ces infrastructures, le ministère des Affaires sociales et des infrastructures s'engage résolument à consolider l'inclusion, le développement social et à promouvoir le bien-être général dans les régions de l'intérieur du pays. Et suivons cette fois ces interventions du chef de village, préfet de Tadjoura et des députés. Dans leur intervention respective, le chef de village de Tadjoura, Mohamed Barkhat Siraj, la parlementaire et le préfet de Tadjoura ont tous à tour félicité et remercié la ministre des Affaires sociales et des Solidarités pour cette noble initiative. Le but étant d'intervenir rapidement dans toutes les régions et aider les populations les plus nécessiteuses et les plus vulnérables à travers ce guichet social. Cette initiative vise à approcher les services sociaux essentiels des populations vivant dans les zones les plus reculées, garantissant ainsi un accès plus facile aux ressources du ministère des Actions sociales et des Solidarités. Cette étape marque un engagement fort envers l'équité sociale et la promotion du développement durable à travers tout le territoire djiboutien. Des bureaux du MAS qui fourniront tous les services adéquats et concernant le stock de proximité, il s'agit de munir les régions de l'intérieur d'un stock de denrées alimentaires de première nécessité afin de pallier aux différentes catastrophes naturelles.
Et saisissant cette occasion, le président du conseil régional de Tadjoura s'est également exprimé. C'est la pose de pierre du centre social qui va accueillir l'administration sociale et en même temps les infrastructures sociales. Et nous remercions pour cette initiative la ministre. Deuxièmement, on va aussi sillonner les périphériques de Tadjoura et d'autres régions que vous n'avez pas sillonnées aussi restent. Nous comptons sur vous pour que prochainement, les doléances de la région entières sont pleines et vous puissiez aussi aller vers vos concitoyens et voir leurs problèmes afin de les résoudre. En tout cas, c'est une étape qui est très importante, des initiatives avec des promesses concrètes et nous espérons aussi que d'autres sectoriels vont suivre le même chemin. Et après la pose de la première pierre du guichet social à Tadjoura, la ministre Loufa Ismail Abdo s'est également exprimée. Encore une fois, donc la 5e du genre, nous posons la première pierre de l'établissement de notre siège social, le guichet social intégré, pour mieux servir la population de Tadjoura et pas seulement de Tadjoura-Ville, mais de toute la région de Tadjoura, Inch'Allah. Le président de la République a voulu rapprocher l'administration de ses administrés. Il a voulu qu'il y ait un stock de proximité. Et donc le hangar de proximité fera en sorte d'acheminer les vivres d'une manière efficace, efficiente et rapide. Donc nous sommes vraiment très contents de cette pose de première pierre et nous espérons également que ça va servir à toute la population de Tadjoura. Nous remercions également l'ensemble des Uqal de la Ville Blanche, également les autorités régionales, le préfet, pour tout l'accueil qu'ils nous ont réservé. Et vraiment, nous sommes vraiment très fiers de l'accueil également qu'ils nous ont réservé. Sans transition toujours, eh bien, le ministère des Affaires sociales et des Solidarités, par ses actions, contribue au développement des régions. C'est ainsi que ce matin, et toujours dans le cadre de la caravane de la Semaine nationale de la solidarité, une cérémonie de remise de chèques de montant de 5 millions francs Djibouti qui s'est donc tenue au sein du siège du conseil régional de Tadjoura. Eh bien, après avoir donc été accueillie, eh bien, cette action, la ministre et sa délégation chaleureusement accueillie par ces femmes, eh bien, une action, donc cette action témoigne de l'engagement continu du ministère à renforcer et à soutenir la décentralisation des services publics de l'État, tout en favorisant le développement social au niveau régional. En effet, cette contribution financière représente bien plus qu'un simple soutien financier. Elle offre également une opportunité d'accélérer la mise en place d'une entité dédiée à la collecte et à la gestion des déchets ainsi qu'à la protection de l'environnement. Ainsi, cette remise de chèques incarne à la fois un investissement dans le développement local et une avancée significative vers une gestion plus efficace des ressources et de l'environnement dans la région de Tadjoura. De plus, une somme de $10 000 américains, soit 1,8 million de nos francs, a été remise aux associations des femmes luttant pour la protection et l'environnement, en charge ainsi de la collecte, de la gestion de déchets. En investissant dans ces initiatives communautaires, le ministère contribue non seulement à l'amélioration de la qualité de vie des habitants, mais aussi à la promotion d'une culture de responsabilité environnementale et de citoyenneté active au sein de la société djiboutienne. Et cette fois, je vous propose de suivre le mot de la secrétaire générale de l'UNFD, Madame Fatouma Moussa, qui n'a pas manqué de louer les efforts des femmes en charge de la propreté et par la même occasion de la protection de l'environnement de la ville de Tadjoura. فرحسنا maanta Tadjoura
La secrétaire générale de l'UNFD, Mme Fatma Moussa, s'est félicitée de sa rencontre ce matin au Conseil régional des femmes en charge de la propreté et de la protection de l'environnement de la ville blanche. Elle a également adressé les salutations de la première dame et présidente de l'UNFD à toutes les femmes de la région de Tadjoura. La secrétaire générale a poursuivi ses propos en remerciant toutes les femmes présentes pour leur accueil et hospitalité dans leur ville. Elle a indiqué que la ministre Oloufaa Ismail Abdo achevait sa tournée de région cette semaine de la solidarité et que Tadjoura avait été choisie comme dernière destination. Et suivant cette fois ces interventions des femmes leaders de la région de Tadjoura. La maire adjointe de la ville de Djibouti, Fatouma Kamil, et une des femmes leaders de la ville blanche, Aïcha Abdelkader, toutes les deux natives de la région ont félicité ces femmes qui travaillent nuit et jour dans la collecte et la gestion de déchets et des ordures ménagères. D'ailleurs, elles ont indiqué que ces femmes travaillent volontairement dans ces domaines et que la ministre les avait particulièrement félicitées pour leur initiative. Raison pour laquelle 3 d'entre elles seront choisies et montreront l'exemple aux autres voiries de régions de l'intérieur. Et suivant cette fois l'intervention de la ministre Oloufaa Ismail Abdo qui s'est exprimée en ces termes. Et la ville propre. Les femmes de Tadjoura ont été un exemple justement dans l'organisation qu'elles ont faite pour les ramassages d'ordures pour rendre leur ville propre. La ville où les femmes elles-mêmes ont pris donc la propreté de leur région en main et elles ont fait un travail extraordinaire. Notre objectif et l'objectif du président de la République, c'était de rapprocher le gouvernement de la population, et surtout de la population qui se situe la plus éloignée de la capitale et des chefs-lieux. Parce qu'il n'était pas question que nous rencontrons la population sans voir également les besoins des femmes, car comme la Première Dame le cite toujours, quand la femme est active, la pauvreté est passive, et ça c'est vraiment un moteur pour nous, d'abord d'instituer dans chaque région un office des voiries, celui de Tadjoura, l'office de voirie de Tadjoura, comme on l'a fait ailleurs, au même titre que l'Office des voiries de Djibouti. Et nous avons pensé, et grâce également à la vision du chef de l'État, que chaque région doit se doter de son propre Office des voiries. Toujours à Tadjoura, la ministre des Affaires sociales et des Solidarités a rencontré les habitants de la localité côtière de Sagalou. En dehors des chefs-lieux, Sagalou est la 11e et dernière localité qui a accueilli la ministre Oloufaa Ismail Abdo et ses équipes et toute la caravane de la solidarité. Une ambiance des grands jours régnait sur le site de la cérémonie, ambiance que je vous propose d'écouter. يلي هبطو كلمي لا يهليلو يهليلا أساكوني تنجي حلين لا يهليلو يهليلا قبل تقيني تسينا لا يهليلو يهليلا لبارو حبك سمياي لا يهليلو يهليلا دابي سيحة تنكينو لا يهليلو يهليلا تسقلي حاجة تيونتا لا يهليلو يهليلا لا يهليلو يهليلا لا يهليلو يهليلا أمورو هبو كوهنا يلي هبطو كلمي لا يهليلو يهليلا أساكوني تنجي حلين لا يهليلو يهليلا قبل تقيني تسينا لا يهليلو يهليلا لبارو هبك سمياي لا يهليلو يهليلا دابي سيحة تنكينو لا يهليلو يهليلا À Sagalou, toujours, et en ouvrant cette séance, les parlementaires de la région de Tadjoura, l'honorable Husseini a souhaité la bienvenue à la forte délégation conduite par la ministre des Affaires sociales et des Solidarités. Et en s'adressant à ses compatriotes de Sagalou, la députée a rappelé que la ministre Oloufaa Ismail était là pour les rencontrer, les écouter, recueillir leurs doléances et peut-être même leur apporter des réponses. Elle a remercié la ministre Oloufaa pour son intérêt porté au bien-être des populations vivant sur le territoire national, en particulier ceux des localités des régions les plus reculées.
Et dans leurs interventions respectives, le président du conseil régional, Omar Hussein, le préfet, M. Mohamed Ahmed Abbas, ont exhorté la population de Sagalou à soumettre leurs doléances et leurs besoins à la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mme Ouloufa Ismaël Abdo, qui est là à Sagalou aujourd'hui, ont-ils dit, pour s'enquérir de leur situation. Le problème récurrent de l'eau, les extensions des écoles ou encore l'agriculture et le chômage des jeunes étaient autant de sujets qui ont été soulevés durant cette rencontre. Et dans la série des doléances, eh bien, les sages et les femmes de Sagalou ont présenté leurs différentes doléances à la ministre des Solidarités, Ouloufa Ismaël Abdo. Ils ont remercié le chef de l'État tout d'abord, Ismaël Omar Guelleh, qui a mandaté la ministre des Affaires sociales pour aller à la rencontre des Djiboutiens et Djiboutiennes où ils vivent, où qu'ils vivent sur toute l'étendue du territoire national. Ils ont également soulevé le problème d'eau qui était l'état désastreux de la mosquée de Sagalou qui a été touchée par des vents violents. Quant aux autres doléances, ils ont donc indiqué qu'ils avaient donc mis en place, les femmes de Sagalou ont indiqué qu'elles avaient mis en place une caisse communautaire dont les cotisations sont la principale revenu. Eh bien, elles ont également donc indiqué que des projets qui leur tenaient à cœur et donc étaient demandés au ministère des Solidarités de les aider à les réaliser. Autre doléance, c'est celle de ces doléances de la jeunesse de Sagalou, dont voici certaines. En 2016, nous avons œuvré sans relâche pour le bien-être de notre communauté en concentrant nos efforts sur deux fronts cruciaux, l'environnement et le développement social dans la région de Tajoura, plus précisément dans la localité de Lac Assal et de Sagalou. Nous avons organisé diverses initiatives visant à préserver plutôt notre environnement et à soutenir le progrès social. Nos actions ont inclus des journées de nettoyage et de collecte des déchets à Lac Assal et le long des côtes de Sagalou, ainsi que des iftars pendant les mois de bénis du Ramadan, notamment la construction d'une clôture pour l'école fondamentale de Sagalou afin de garantir un environnement d'apprentissage sécurisé. Grâce au soutien généreux des partenaires tels que la force française stationnée à Djibouti, FFDJ, nous avons pu réaliser ces actions et bien d'autres. Permettez-moi de vous remercier tous d'être venus ici. J'aimerais bien remercier Monsieur le Président de la République, Ismaël Omar Guelleh, ainsi que la Première Dame, Madame Khadra Mahmoud Had. Je tiens énormément saluer, remercier Madame la Ministre de la Solidarité. Merci amplement de nous avoir honorés aujourd'hui ici à Sagalou. En tant que jeune de Sagalou, permettez-moi de vous dire le point essentiel de la jeunesse. Le jeune constitue une force vive, agissant pour le bon commun et leur énergie lorsqu'ils ont la possibilité d'exercer leurs droits, leur permet de susciter des changements positifs. Comme vous voyez, Sagalou est en manque de développement, car à Sagalou, le jeune n'est pas un centre de développement communautaire qui est le CDC à leur disposition. Bien que c'est là, on a toujours demandé à n'importe qui, mais Inch'Allah, on souhaite avoir. En tant que la jeunesse, nous n'avons pas cessé de demander, c'est vraiment primordial pour nous car le CDC. Ici à Sagalou, comme vous le voyez, nous n'avons pas un terrain qui est le gazon. Malgré cela, nous jouons aux poussières et plusieurs d'entre nous sont souvent blessés. Nous, en tant que jeunesse de Sagalou, comme on est en association montante de la jeunesse, debout de l'avenir de Sagalou, nous avons cotisé une somme de 500 000. Nous avons toujours envie de réaliser notre projet, bien sûr, avec vous, Madame la Ministre de la Solidarité. Parce que c'est vraiment la gentillesse, la détermination de nous avoir honorés. J'espère que vous serez reconnus par Dieu, Inch'Allah. Et après avoir entendu les différentes doléances de la population de Sagalou, sans oublier la jeunesse de Sagalou, la ministre a répondu en ces termes. Un peu énoncé le PNSF, c'est le Programme national de solidarité famille, c'est les filets sociaux. Alors je vais énoncer quelques chiffres.
Avant, comme vous avez demandé l'élargissement de la couverture des filets sociaux, il y avait 305 familles qui bénéficiaient. Au jour d'aujourd'hui, il y a 422 sur tout le lac Assal qui bénéficient, soit une augmentation de plus de 115 ménages. Maintenant, la seule différence, c'est qu'avant, c'était un transfert monétaire, c'était 30 000 francs qu'on versait, et maintenant, c'est des vivres que nous acheminons. Je vais citer quelques chiffres. D'Abale Kahar, comme chef-lieu, il y a 30 ménages qui bénéficient. Galina et Mak Arasu, 131 ménages. Dadaho, 11 ménages. Garanle, 48 ménages. Itki Village, 48 ménages. Ouaata Djoura, 37 ménages. Adalou Forage, 69 ménages. Et Sagalou, 48 ménages. Inch'Allah, à chaque fois qu'il y aura de nouveaux programmes, nous allons également essayer de les élargir. Bientôt, c'est le mois de Ramadan. Et on va également augmenter cette quantité pour ce mois béni. Et d'ailleurs, je profite de l'occasion pour dire que l'association des jeunes qui font d'Iftar, eux spécialement également, ils seront livrés en denrées alimentaires pour faciliter également leur travail. On va les soutenir. Les Uqal ont porté le problème au fait de la réhabilitation de la mosquée. Inch'Allah, donc je ne peux dire que Abshir, et on va le faire avant Ramadan. Maintenant, je vais aborder les doléances qui émanent des jeunes. Tout d'abord, j'aimerais dire aux jeunes merci, merci, merci infiniment pour les mots que vous avez dédiés au chef de l'État, à la Première Dame et au ministère des Affaires sociales. Vous avez demandé également un local communautaire. Donc, Inch'Allah, dans les projets de DCC que nous allons programmer, et on a déjà les fonds, nous allons faire, Inch'Allah, un local communautaire à Sagalou, et ça serait exécuté par l'Agence djiboutienne de développement social. Également, les jeunes ont parlé d'une caisse qu'ils ont organisée pour vraiment effectuer des projets de la jeunesse, pour vraiment monter ces projets. Ils ont dit que cette caisse a été alimentée par eux-mêmes à hauteur de 500 000. Donc, le ministère de la Solidarité va également verser 500 000 dans cette caisse des jeunes, Inch'Allah. Aujourd'hui, Sagalou a une chance inouïe, et surtout la jeunesse de Sagalou, parce que vous êtes placés vraiment sur la route de passage. Maintenant, la jeunesse doit penser, réfléchir, est-ce que moi je vais faire un restaurant, est-ce que moi je vais faire une boutique, est-ce que moi je vais faire un lieu de détente pour les familles, et nous on restera à l'écoute et on va vous financer bi'iznillah. Aussi, vous avez donc parlé de l'éclairage. Il y a moins d'un an, on a formé des jeunes dans tout ce qui est réparation et entretien et même pose des panneaux solaires. Nous, notre objectif, c'est que ces jeunes, on les formalise, on va leur faire une entreprise ou une coopérative et on va en même temps être leurs clients. Une fois qu'on les aurait organisés, après, on va leur demander de venir réparer tous les éclairages publics, notamment à Sagalou. On va prendre attache avec ces jeunes. Pour Sagalou, vous avez 2 groupes de 15 femmes. Donc, vous avez demandé un élargissement, une augmentation pour la caisse et un élargissement du nombre de groupes. Donc, Inch'Allah, on va augmenter déjà le nombre de groupes pour commencer. Pour la caisse, de toute manière, au fur et à mesure que vous allez évoluer, la DDS sait à quel moment elle va injecter. Et après sa rencontre avec les habitants de Sagalou, la ministre des Solidarités, accompagnée des parlementaires de la région, de la secrétaire générale de l'UNFD, a inauguré l'atelier de production artisanale du site de Sagalou. Cet atelier de couture et de broderie pour les jeunes filles de ce village côtier qui ont d'ailleurs reçu leur attestation de fin de formation des mains des officiels présents. Eh bien, la responsable de cet atelier, Madame Mariam Kako, a remercié et félicité la ministre des Solidarités, la secrétaire générale de l'UNFD pour avoir inauguré ce local et a remercié l'UNFD pour avoir formé les jeunes filles. Ces dernières seront d'ailleurs les premières jeunes filles à exercer dans cet atelier. Et en sport, pour clore ce journal, la Côte d'Ivoire au sommet du foot africain. Les éléphants ont donc remporté hier dimanche la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations face au Nigeria sur un score d'1-2. Il est 23h moins quelques secondes. Merci à vous d'avoir suivi ce journal et excellente soirée à toutes et à tous.